Europe 1 Soir. Il est 18h38 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivia, c'est Jean-Luc Mélenchon, l'invité d'Europe 1 Soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste d'une tournée en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Ça nous intéresse de savoir ce que vous avez vu et entendu là-bas. Mais d'abord un mot sur ce qui se passe juste au sud. Plus bas, au Mali, la France a encore perdu un homme. Aujourd'hui, un deuxième soldat français. Puis surtout au Cameroun, 7 Français d'une même famille, dont 4 enfants donc kidnappés au Cameroun et conduits sans doute au Nigeria. Est-ce que tout ça est lié, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria? Je pense que tout ça est lié par la décomposition des États qui, à partir de là, génèrent toutes sortes d'activités qui nous ramènent au Moyen-Âge. La piraterie, le brigandage, l'enlèvement des gens. Des fois, il y a un vernis dessus, la religion, mais ce n'est qu'un vernis, ça n'a rien à voir avec la religion. Au Cameroun, je crains le pire parce que il nous reste à découvrir l'état de délabrement absolu de l'État camerounais. J'espère que le président de la République, Paul Biya, est sur place. D'abord, ça changera d'habitude. Et deuxièmement, qu'il nous réponde de la sûreté des gens qui se trouvent là-bas. Parce que le Cameroun est un de ces pays très compliqués. On y parle 2 grandes langues, le français et l'anglais, en plus de toutes les autres langues. C'est l'Afrique en miniature. J'espère que tout ça ne va pas être, en quelque sorte, le détonateur. Oui, alors, mais ça s'est passé au Cameroun, mais à quelques centaines de mètres seulement de la frontière du Nigeria. Et apparemment, on pense plutôt que ce sont des Nigérians qui sont venus chercher ces otages français, des Nigérians... C'est bien le problème, si les gens passent les frontières comme ça. Je vous signale que les Français, si vous ne le savez pas, ont installé une station d'écoute qui est pas loin de la presqu'île de Bakassi, qui a été disputée entre le Nigeria et le Cameroun. Enfin, je ne vais pas saouler les auditeurs avec tout ça, mais enfin, les frontières n'existent pas, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a personne. Hein. Oui, mais ce sont au nord du Nigeria des groupes islamistes qui sont en guerre contre l'Occident en général, contre les chrétiens en particulier. Et contre vernis la France de pas mal de voyous, ça. Et contre la France depuis son intervention au Mali. D'où ma question. Est-ce que vous pensez que notre intervention au Mali met en danger les Français dans toute l'Afrique de l'Ouest? Je ferai d'autres reproches à notre intervention au Mali, notamment de laisser des questions sans réponse que je pose depuis le début. En tant que citoyen d'un grand pays démocratique, j'estime que j'ai droit à ces réponses, mais je ne les évoque pas ce soir. Mais il ne faut pas non plus faire des procès qui n'ont pas de sens. Ces gens sont des voyous, c'est tout. Voilà, c'est des voyous, des bandits de grand chemin, ils enlèvent les gens, et puis tout ça est repeint de religion quand il faut. Mais diriez-vous que la piraterie sur les côtes de Somalie ou en mer Rouge a à voir avec notre intervention au Mali? Bien sûr que non. Je pense que c'est en général le processus de dislocation des États, et les États se disloquent parce que la politique économique à laquelle ils sont soumis les vide de leur substance. Donc, à supposer qu'ils aient la capacité de s'organiser en nonobstant les élites très discutables qu'ils ont, les politiques économiques qui sont mises en œuvre les en empêchent absolument. Que voulez-vous? Quand vous êtes sous la coupe du FMI, de la Banque mondiale, des politiques d'ajustement structurel et que par-dessus arrive l'Europe qui vous dit maintenant on ouvre toutes les frontières et il n'y a plus aucun contrôle de la circulation des marchandises, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous reste? Il ne vous reste plus rien. Et donc l'État se défait. Et quand l'État se défait, il ne faut pas croire qu'on retourne aux tribus du passé, parce que même ça, c'est pas possible, vu que les gens depuis sont beaucoup plus nombreux. Donc on tombe dans une espèce de zone grise, d'anomie, d'infra-État, ce qui est avant l'État, c'est-à-dire des bandes qui s'entretuent. On a vu ça au Libéria et en Sierra Leone, ça a duré plus de 10 ans. Et ça n'a ému personne, parce que là-bas, il n'y a pas de pétrole ni d'uranium. Ouais, mais ces bandes, ces voyous, comme vous dites, ou ces islamistes qui sont au nord du Nigeria, qui hier étaient à Gao, à Tombouctou, au Mali, est-ce que oui ou non, il faut leur faire la guerre? Mais si vous voulez à tout prix qu'il y en ait un, il y en aura un. Mais moi, je vous dis ce que je sais. Ce n'est pas le phénomène le plus marquant. Le phénomène le plus marquant, c'est la décomposition des États qui rend tout ça possible. Parce que si des gens circulent d'une frontière à l'autre, on a beau dire qu'elles n'existent pas, mais elles existent quand même, ces frontières. Il y a des gardes-frontières, il y a des armées nationales, il y a des moyens de surveillance de tout ça. Si rien ne fonctionne, c'est bien qu'il se passe quelque chose de plus important que les motivations des gens qui sont en œuvre, c'est-à-dire l'effondrement de l'État. Voilà, et on n'a pas fini. C'est pourquoi moi, j'ai dit que la phrase du président François Hollande n'était pas la bonne quand il a dit « on intervient au Mali, quoi qu'on n'ait pas d'intérêt fondamental. On est là parce que les populations ont besoin. » Mais si c'est ça, on va courir partout. Je pense qu'on a intérêt à avoir une ligne d'action politique claire, fondée sur des principes clairs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors je pose la question autrement. Vous revenez du Maghreb, en Tunisie notamment. Vous avez rencontré les opposants laïcs, vous les avez encouragés dans leur mouvement de lutte contre les islamistes d'Ennahda qui sont au pouvoir. Est-ce qu'on soutient ceux en Tunisie qui luttent contre les islamismes tout en condamnant la France qui, un petit peu plus au sud, fait la guerre aux islamistes? Je ne comprends pas la question. Moi, je suis français, moi. Je suis français et de gauche.
Donc je vais en Tunisie, ça n'a rien de comparable avec la situation du Mali ou du Cameroun. D'une manière générale, la Tunisie est un pays, si vous ne le savez pas, assez développé, avec un très haut niveau d'éducation, avec une société civile très active. Bon, et je ne vais pas faire la guerre à Ennahda, moi, en Tunisie. Ça, c'est le numéro que beaucoup de gens aimeraient qu'on fasse, comme en France. Hein. Tous d'accord contre le Front National. Alors surtout, on ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de social, pour ne se fâcher avec personne. Non, il y a des forces de gauche qui mènent un combat social, laïque et républicain. C'est eux que j'appuie. Et puis, il y a des forces de gauche qui mènent un autre combat avec les islamistes. Par exemple, le PS français, son allié en Tunisie, gouverne avec les islamistes. Peut-être que vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Ce qui rend d'autant plus ridicule les déclarations d'Emmanuel Valls, qui en a tellement rajouté contre Ennahda, qui est son allié local, que du coup, la délégation parlementaire de l'Assemblée nationale française est allée faire des prosternations devant le chef d'Ennahda, qui n'est même pas parlementaire, le visiter dans son bureau, lui faire des cadeaux et faire une photo officielle avec lui, ce qui est une erreur terrible du point de vue de la vie démocratique. En Tunisie, il y a une vie démocratique dans une révolution. Donc une révolution, c'est pas un moment très calme de la vie nationale, mais c'est pas le chaos. La grande peur qu'on a eue avec l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est que commence un cycle d'assassinats politiques. Tout le monde a eu peur de ça, et tout le monde a encore peur de ça. Vous étiez en Tunisie 2 jours après son assassinat. Oui, 2 jours après. Ouais. Il y avait donc une tension terrible. Vous êtes allé sur sa tombe? Mes amis et camarades, oui, je suis allé sur sa tombe parce que j'avais vraiment une grande colère, comme tous mes amis. C'était un grand tribun du peuple que Belaïd. Son épouse, qui est une avocate bien connue en Tunisie, est une femme d'un caractère absolument extraordinaire. Bon, nous sommes dans une révolution, on a tué un des nôtres, il était normal d'être là, d'abord en solidarité, se serrer les coudes. Bon, et puis après, mettre de la politique sur la table, parce que il faut arrêter de regarder les événements tunisiens comme des événements arabes. Hein, ou des événements qui concernent les musulmans. Non, ça concerne une société qui se débat dans des contradictions finalement assez voisines des nôtres. Je veux dire, eux, ils ont Ennahda, nous, on a le Front National, c'est les mêmes. C'est les mêmes sectarismes, les mêmes ethnicismes, c'est le même refus de l'autre. Et ce qui se passe en Tunisie est à corréler avec ce qui se passe en Algérie, au Maroc, à des rythmes et sous des formes différentes. Mais aussi, et je demande qu'on y prête bien attention, à ce qui se passe sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est la même révolution citoyenne, anti-financière, et nous avons aussi un espace naturel sensible en commun. Alors on a des familles, une implication économique, je ne vous l'apprends pas parce qu'ils vivent complètement liés à l'Europe, c'est la même économie. Donc des familles, une économie commune et un espace naturel sensible. Mais on n'a pas de communauté politique. Donc moi, mon but avec mes amis et mes interlocuteurs, c'est de commencer à créer cette communauté politique déjà entre les gauches de tout le tour des 5 pays de la façade maghrébine, 5 pays de la façade méditerranéenne de l'Union européenne. Les États-Unis de la Méditerranée ? Ça serait... Alors il faut faire très attention. Si on pioche trop large, on fait une bêtise, parce qu'on retrouve là-dedans Chypre, la Turquie, les problèmes d'Israël, on fait rien, on parle, tout le monde s'engueule et ça sert à rien. Non, ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les 5 pays de la façade et les 5 maghrébines et les 5 pays de la façade européenne. Parce que là, le lien, il est physique. Nous avons des familles en commun. Imaginez-vous, c'est par millions que ça se compte, hein, les personnes. Quand vous ajoutez les Français, ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne, et dans l'autre sens, parce que peut-être que beaucoup de Français ne le savent pas, mais il y a un mouvement de Français qui vont habiter vers le Maroc. D'ailleurs, il y a une politique de l'État marocain pour faire venir des Français retraités. Il y a une très grande circulation autour de la Méditerranée. Et moi, je veux construire cette entité politique. Alors, vous évoquez... Vous voulez qu'on regarde plus vers le sud et moins vers Berlin, si je comprends bien. Écoutez, franchement, je ne veux pas en plus être disgracieux, ça va encore me faire des histoires, mais... Bon, c'est bien, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, tout ça, bravo, parfait, les Tchèques, les Slovaques, c'est parfait. Mais il n'y en a pas un dans nos familles. Par contre, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, nous sommes complètement mélangés. Et moi, depuis le début, je dis, il n'y a pas d'avenir de puissance pour la France autrement que dans cette union-là, de ce bout de la Méditerranée avec les pays de l'Europe du Sud. D'ailleurs, si vous voulez bien y réfléchir, c'est dans les pays de l'Europe du Sud que les processus politiques révolutionnaires sont les plus avancés, parce que c'est au Portugal que c'est la manifestation permanente, c'est en Espagne que c'est la manifestation permanente, c'est en Grèce, c'est en France que le Front de gauche fait 11%, 13% en Espagne, 20% au Portugal, 30% en Grèce, et sans doute le week-end prochain, nous revenons à l'Assemblée nationale en Italie. Par conséquent, quand on regarde de l'autre côté, nous avons des vis-à-vis
Tout ça constitue une unité politique. C'était l'idée de Nicolas Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée. Lui, d'abord, il s'est fait avoir parce que Madame Merkel a tapé de sa grosse chaussure à clous sur la table et tout le monde est passé dessous. Donc elle a dit, ah non, pas question de ça, il faut mettre tout le monde dans le coup. Ça, c'est le truc des Américains, donc on met tout le monde dans le coup, c'est-à-dire personne. Et on s'est retrouvé avec une entité ingérable. Tellement ingérable que le premier président de cette Union pour la Méditerranée, c'est M. Moubarak, de piteuse mémoire. Bon, voilà où on en était. C'était pas ça la bonne idée. La bonne idée, c'est l'ancienne construction que nous avions en Europe. D'un côté, l'Union du Maghreb arabe, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, ça c'est une réalité. Et de l'autre côté, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, et on y ajoutait le Portugal. Voilà, ça, c'est un ensemble cohérent, ayant la mer Méditerranée en partage. Parce que la mer Méditerranée, c'est quand même 70% d'habitants qui ne sont pas raccordés à un réseau d'assainissement, pour parler que de cet aspect environnemental. Et c'est ce que vous êtes allé dire, donc. Oui, j'ai parlé d'écosocialisme, et formidable, si vous voulez. Juste ce mot pour finir, mais c'est formidable de voir quand vous êtes en pleine difficulté dans tous ces pays, c'est quand même, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de réflexions. Vous avez un objet commun sur la table et on réfléchit tous ensemble, on se parle comme des frères et des sœurs. Bon, moi, je trouve, on a une langue en commun, deux. D'abord la langue française, qui est très répandue, comme vous le savez, puis la deuxième, c'est l'arabe, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français qui parlent arabe. Je sais que Mme Le Pen va piquer une syncope en m'écoutant, mais c'est comme ça. C'est ça la vie aujourd'hui en France, c'est ça la France d'aujourd'hui. On a une langue commune avec les Arabes, c'est l'arabe, et c'est ce que nous dit... Et le français. Et le français, deux langues communes, c'est ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, deux langues communes. En usage commun, on dit. Absolument, de retour d'une tournée en Tunisie, Algérie pour l'écosocialisme. Merci beaucoup d'être venu nous voir dès votre retour. Dans un instant, David Abiker puis Nicolas Canteloup.